Bonsoir, Annick de la tendance marxiste internationale. Donc, nous sommes une organisation marxiste présente dans le monde entier. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la grande grève de l'hiver 60-61. La Belgique a un long passé c'est la deuxième puissance industrielle après l'Angleterre. Et elle est connue surtout pour ses grandes grèves générales. Et de 1893 à 1960-61, il y en aura 6. Et ce soir, Eric va nous parler de cette dernière grève, celle de l'hiver 60-61, qui a duré 5 semaines. C'est à toi, Eric. Donc oui, au fait, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, le 21 janvier 1961, ce qui allait rentrer dans l'histoire comme la grève du siècle, prenait fin officiellement. Aujourd'hui, il y a exactement 60 ans, la coordination des régionales wallonnes de l'FGTB décide de suspendre la grève. C'est une grève qui a duré 35 jours, qui a véritablement ébranlé le pays. Cette grève est le résultat d'abord de l'attaque du gouvernement libéral catholique de l'époque contre le niveau de vie connu sous la loi unique. Elle va provoquer ce qu'on peut véritablement décrire comme la plus grande mobilisation extra-parlementaire de la classe ouvrière en Belgique. Ce qui devait être une action de protestation sociale, syndicale classique, et s'est transformé à la vitesse de l'éclair en un des combats politiques les plus forts de l'histoire belge. Il ne s'agissait pas d'un simple conflit social interpro ou un arrêt de travail généralisé de 5 semaines. Cette grève était véritablement un moment volcanique, une énorme épreuve de force politique, parfois insurrectionnelle, entre d'un côté la classe ouvrière et de l'autre côté toutes les institutions du statu quo capitaliste. Pour vous donner une ampleur de la grève générale de 60-61, quelques chiffres. En court laps de temps, on a assisté à 300 manifestations partout dans le pays, souvent massives. Dans les dernières semaines de la grève générale, 3750 actes de sabotage vont être commis, souvent pour empêcher les briseurs de grève de relancer la production. Pendant ces 35 jours, les principales institutions publiques étaient à l'arrêt pendant des semaines. En Wallonie en particulier, régnait une situation pré-révolutionnaire, voire révolutionnaire, voire même insurrectionnelle, à Liège en particulier. À plusieurs endroits, des comités de grève autonomes ou semi-autonomes tentaient de régler la vie sociale. Les bourgmestres socialistes en Wallonie refusaient d'obéir aux instructions de l'État central. Et le borinage, toujours à la pointe des luttes sociales depuis le 19e siècle, était encerclé de barricades. Ce fut une véritable rébellion ouvrière contre le régime. Le patronat, le gouvernement, l'appareil d'État, l'Église, les syndicats de droite, en particulier la CSC et le syndicat libéral, et les autres piliers du système, se sont tous ligués contre le mouvement ouvrier organisé. On peut dire que cette grève se situe dans la droite ligne de la tradition d'action directe de masse des travailleurs belges initiée au XIXe siècle. Il y a quelques années, l'RTBF produisait un docu-fiction sur la grève de 60 qui s'appelle La grève de mon père. Et dans ce docu, il y a une belle description des premiers jours en fait, de la grève, vue par les yeux d'un jeune gamin de 14 ans qui suit son papa, ouvrier italien, dans la grève. Et il dit la chose suivante: en 2 jours, toute la Belgique s'est arrêtée. Les administrations communales et provinciales, les écoles, les usines, les charbonnages, les trains, les grands magasins, les facteurs, les éboueurs et même les cinémas. Le port d'Anvers était bloqué. Il n'y avait presque plus d'électricité dans le pays, parce que quand le secteur électrique faisait grève à l'époque, il coupait l'électricité. Les journaux n'ont pas paru, ou pratiquement pas paru, ou lorsqu'il paraissait, il paraissait sur 4 pages. Même le championnat de football a été arrêté. Il continue. Pour entrer à Liège, dit-il, en voiture, il fallait un laissez-passer du syndicat. Puis il parle de sa mère,
Il dit, mais ma mère ne devait plus nettoyer les fenêtres tous les jours, s'ils habitaient tout près d'un haut fourneau. Il n'y avait plus de flammes dans les hauts fourneaux, plus de fumée dans le ciel, plus de poussière sur les carreaux. Un historien flamand, Alain Meynen, soulignera le caractère exceptionnel de la grève. Il dit, les grèves générales précédentes ont été dominées en Belgique par l'acquisition ou la sauvegarde des droits et des libertés démocratiques, ou par des revendications sociales immédiates, comme en l'été 36, la journée de 8 heures, les congés payés, etc. Par contre, dit-il, la grève générale de 60-61 a été la première dans l'histoire du mouvement ouvrier belge à viser des réformes économiques structurelles et à diriger la lutte des classes contre les rapports de production capitalistes. Je crois que c'est extrêmement important de réfléchir sur ce que dit cet historien, parce que ça rend au fait très particulier la grève de 60-61. On pourrait aussi dire que 60-61 en Belgique annonce le mai 68 français et l'automne chaud italien de 1969. Quel est le contexte de cette grève? Je crois qu'il faut un peu revenir en arrière. Il faut retourner au fait à la période d'après-guerre. La résistance communiste sous l'occupation allemande est la résistance dominante. Elle rêve, elle annonce un soulèvement national à la fin de la guerre. Ce soulèvement national sera avorté. Les communistes vont entrer au gouvernement. Il y a une majorité communiste socialiste dans le pays. Mais pourtant, c'est ce gouvernement qui va, après l'expulsion des communistes, désarmer la résistance. Il y aura des concessions, comme la sécurité sociale après la Seconde Guerre mondiale. Mais ce sont des concessions essentiellement pour éviter le retour à l'instabilité de l'entre-deux-guerres et surtout pour éviter une révolution sociale. En échange de toute une série de concessions, les dirigeants ouvriers, ceux du Parti socialiste belge en particulier, et les syndicats, doivent reconnaître et accepter le système capitaliste. Ils s'engagent à ne pas toucher au système capitaliste et au rapport de propriété. Très rapidement, les grands espoirs de l'après-guerre se transforment en frustration. Et la frustration aussi, elle augmente quand le mouvement ouvrier se rend compte que la droite reprend l'offensive. Et on assiste dans les années 50, les années 50 en particulier, à deux moments de crise de régime. Première crise de régime, mais c'est la fameuse question royale, avec le retour voulu par la droite catholique, la droite patronale de Léopold III, qui était vu par les militants socialistes, par les militants communistes, par le mouvement ouvrier comme le symbole de la période d'avant-guerre. Celui qui est allé voir Hitler à Berchtesgaden, qui flirtait avec le fascisme. Pas question pour le mouvement ouvrier de le revoir sur le trône. Ça provoque une grève générale insurrectionnelle aussi dans le pays, surtout en Wallonie. Mais après, il y a aussi la question royale en 1958, où l'Église catholique s'est insurgée violemment contre les limites mises à son pouvoir. Et tout ça fait que, avec un vieillissement de la structure économique belge et le déclin de l'économie, en particulier dans la région wallonne, le mouvement ouvrier se radicalise politiquement. Et en particulier au sein de la FGTB, il y a deux fameux congrès de 48, de 54 et de 58 en particulier, qui vont radicaliser le programme de la FGTB et vont mettre en avant ce qui va être connu plus tard comme les réformes de structure anticapitalistes, dira-t-on, à certains moments, mais en tout cas un programme qui visait à moderniser le pays, à lutter contre ce qu'on appelle les holdings, les 200 grandes familles qui contrôlaient le pays, proposer des nationalisations, proposer une forme de planification, proposer un contrôle public sur le crédit et les banques. Et c'était vu, au fait, par le mouvement ouvrier comme un programme vers le socialisme. Il faut dire que ce programme était, malgré tout, encore très limité. C'était similaire à ce qui était proposé par la gauche internationale en France, en Grande-Bretagne et en Italie à cette époque. C'est vrai, ces réformes étaient très vagues et ambiguës, comme le dira Jacques Yerna, l'ancien secrétaire de la FGTB de Liège. Mais ils étaient vus
comme des réformes pour changer la société. Et au fait, toute la propagande faite par les FGTB dans les entreprises autour de ce programme de réforme de structure va donner un caractère offensif à la grève de 60-61. La grève de 60-61 a un caractère défensif, partiellement, la lutte contre le plan, contre la loi unique, mais aussi un caractère offensif pour des réformes de structure anticapitalistes. 10 minutes. Le plus grand dirigeant de ces grèves sera André Renard. André Renard est un Wallon, est un Liégeois. Il a participé à la résistance, il a organisé le mouvement ouvrier à Liège pendant la résistance, il a réorganisé le mouvement syndical, il est secrétaire national adjoint de la FGTB, Wallon, mais il est perçu par beaucoup d'ouvriers en Belgique, par les travailleurs, aussi en Flandre, comme le dirigeant de gauche de la FGTB, et il sera aussi de fait le dirigeant national même de la grève de 60-61. 60-61, en fait, commence par des échauffements, par toute une série de grèves, en fait, dans les entreprises. Et à la fin des années 60, en 57, 200 000 ouvriers métallurgistes se mettent en grève. 2 ans plus tard, les docks et les ports d'Anvers se mettent en grève. Les ouvriers du textile gantois se mettent en grève contre le chômage. 150 000 mineurs sont vent debout contre la fermeture de leurs mines. Même en début janvier 60, non, pardon, fin janvier 60, la FGTB appelle à une grève de 24 heures pour des réformes de structure économique. Elle sera massive. Il y a 700 000 ouvriers et travailleurs qui participent à cette grève. Pour la première fois aussi, les travailleurs des services publics qui ne pouvaient pas faire grève. Voilà, leur statut leur interdisait de faire grève. 30 000 fonctionnaires vont d'ailleurs manifester pour le droit de grève. Et donc, on est dans une ambiance d'échauffement dans le pays. Et vient alors le gouvernement libéral catholique, le gouvernement Estens, avec sa loi unique, une loi de régression sociale, de diminution des indemnités de chômage, augmentation et multiplication des taxes indirectes, diminution des taxes directes. C'est clairement vu comme l'attaque de trop. Au sein de l'FGTB, il y a pas mal de discussions. Le PSB au Parlement rejette la loi, vote contre. Au sein de l'FGTB, il y a des discussions. L'aile droitière de l'FGTB, surtout basée en Flandre, dit au fait non, on ne peut pas faire des actions syndicales avec un objectif politique. La CSC dit exactement la même chose. Mais au sein de l'FGTB, d'autres groupes, surtout les services publics, n'acceptent pas cette logique. Georges de Bune, de la CGSP, propose une grève générale de durée illimitée. André Renard, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était un dirigeant historique du mouvement ouvrier de la résistance ouvrière et socialiste à Liège, lui propose une grève de 24 heures, mais seulement en janvier 61, et un référendum pour une grève générale. En fait, cette motion, elle va être rejetée par les FGTB. Paradoxalement, le rejet de la grève générale au finish va être le signal pour que les travailleurs se lancent spontanément dans la grève quelques jours plus tard. Les deux seules centrales syndicales qui déclarent officiellement la grève générale illimitée sont la CGSP et la centrale des mineurs. En fait, en Flandre, aucune centrale, aucune régionale, et même nationalement, le FGTB n'aura jamais lancé le mot d'ordre de grève générale. La grève commence dans les services publics, s'étend rapidement au secteur privé, tant en Flandre qu'en Wallonie. André Renard, comme je disais tout à l'heure, en devient de fait le dirigeant. En Flandre, Louis Major, le grand Louis Major, qui représente la droite syndicale au sein de l'FGTB, ne veut rien diriger, bien au contraire. En tant que dirigeant de l'FGTB, il est aussi député du PS au Parlement. Lorsque les dockers anversois mettent le feu aux poudres, Louis Major intervient au Parlement et dit littéralement, en s'adressant au Premier ministre, « Monsieur le Premier ministre, nous avons essayé par tous les moyens, même avec l'aide des patrons, de limiter la grève à un seul secteur. » On voit très bien le rôle qu'a joué la droite syndicale au sein de l'FGTB. La CSC, naturellement, fait de même. Il y a pas mal
de membres de la CSC qui font défection, qui rejoignent le syndicat socialiste. La première semaine de la grève, la direction de la CSC est paralysée, elle ne sait pas très bien quoi faire. Elle est effrayée par la réaction de sa base, mais lors de la deuxième semaine, elle organise activement en fait les travailleurs volontaires, les briseurs de grève, main dans la main, avec les patrons de la gendarmerie. L'Église catholique va aussi s'en mêler. Le chef de l'Église, le cardinal Van Rouy, va faire un discours de Noël dans lequel il condamne la grève comme contraire à l'âme morale chrétienne. Pendant la première semaine, les premières semaines de grève, le gouvernement paralysé. Au plus fort de la grève, après des semaines, environ 1 million de travailleurs ont arrêté le travail, d'Ostende jusqu'à la pointe de Luxembourg. La classe ouvrière montre où réside le véritable pouvoir dans le pays et exprime ainsi sa volonté d'hégémonie sociale. À ce moment-là, la loi unique n'est pas seulement une loi répréhensible qui est remise en question. Objectivement parlant, on est dans une situation de dualité de pouvoir dans la société. D'un côté, le gouvernement et la bourgeoisie qui ont perdu le contrôle de la situation, et de l'autre côté, l'économie qui ne peut pas redémarrer sans le consentement des grévistes. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans de nombreux endroits en Wallonie, les comités de grève organisent le transport et règlent la vie sociale. Aucune voiture, moto, camion ne peut circuler sans l'autorisation du syndicat. Le borinage est entouré de barricades, l'accès est devenu impossible au borinage. Quelle est la réaction du gouvernement? Au début, il est très surpris. Il est aussi surpris que une bonne partie des dirigeants syndicaux, mais il va rapidement organiser la répression. Il organise un déploiement en force de la gendarmerie. 18 000 hommes. 18 000 hommes vont quadriller le pays pour protéger, soi-disant, les lieux vitaux, démanteler les piquets de grève et protéger, entre guillemets, les briseurs de grève. En complément à l'action de la gendarmerie, pour ceux qui ne savent pas, c'était la gendarmerie, en fait, c'est la police fédérale d'aujourd'hui, mais c'était une police de formation militaire. Donc, en complément à l'action de la gendarmerie, l'armée mobilise entre 12 et 15 000 hommes. Les soldats, des jeunes conscrits, sont rappelés d'Allemagne pour pouvoir garder les infrastructures du pays, usines, viaducs, postes, télégraphes, etc. Et l'État se lance aussi dans la réquisition de grévistes. On assiste de plus en plus à des affrontements entre ouvriers et gendarmes. En tout, au fait, 4 manifestants vont perdre la vie. Un des plus grands affrontements se déroulera à Liège. On parlera aussi de l'émeute ou de l'insurrection de Liège, où pendant 7 heures, des milliers d'ouvriers s'affrontent à la gendarmerie. La gare des Guillemins va être détruite. Le quotidien La Meuse va être saccagé, parce que le quotidien La Meuse choisissait clairement le côté du patron du gouvernement. Mais 3 ouvriers vont rester sur le carreau, en fait. Dont un ouvrier, d'ailleurs, abattu dans le dos, ce qui fera dire plus tard à un dirigeant socialiste que la gendarmerie a tiré sur les ouvriers comme sur des lapins. On arrive à un moment crucial de cette grève, dans la 3e semaine, et il y a beaucoup de questions de durcir les moyens d'action. Un de ces moyens, proposé par André Renard, mais jamais appliqué, est l'abandon de l'outil, c'est-à-dire le refus d'entretenir les machines, et en particulier une menace qui vise à l'extinction complète des hauts fourneaux de la sidérurgie. Cette mesure est perçue comme l'arme ultime pour faire plier le patronat et le gouvernement. Déjà en 1950, au moment de la question royale, André Renard avait menacé d'abandonner l'outil. En fin de compte, il n'y aura jamais d'abandon de l'outil. C'est une mesure extrême parce qu'en fait, l'extinction des hauts fourneaux provoque la solidification de l'acier. Les sidérurgistes parlent de geler les hauts fourneaux et ça les rend de fait inutilisables pendant des mois. Donc, le coût économique d'une telle mesure est astronomique. Mais André Renard veut frapper les esprits, relancer le mouvement, donner un deuxième souffle, mais en même temps, et là, il y a un véritable tournant en fait tragique dans la grève de 60-61, c'est qu'André Renard refuse de reprendre l'idée d'une marche sur Bruxelles, qui était perçue par de nombreux syndicalistes, par l'aile gauche du PS, par le groupe La Gauche et Links, comme le moyen d'unifier le mouvement, de donner un véritable deuxième souffle au mouvement, de marcher tous sur Bruxelles.
et d'aider les camarades flamands qui étaient dans une situation beaucoup plus difficile, vu le poids de l'Église, vu le poids de la CSC, vu le poids de l'aile droite FGTB, c'est les aider. André Renard choisit de donner au fait un tour régional à la grève. Et il dit, nos objectifs sont le fédéralisme, sont l'autonomie, au fait, pour la Wallonie. C'est un tournant qui ne va pas être accepté facilement. Une minorité à Liège s'oppose à ce tournant. À Charleroi, il y a une opposition radicale parmi les ouvriers de choisir la voie, en fait, régionaliste. Certains diront qu'en fait, oui, c'est de Bune, à un moment donné, le boss de service public, le syndicat service public, il dit, en fait, André Renard a voulu une grève nationale, il a transformé en grève wallonne. D'ailleurs, dans beaucoup de documents de l'FGTB wallonne, on parle de 60-61 comme la grève wallonne. Il est vrai que le centre de gravité de la grève se trouvait dans les bassins industriels wallons. Mais les centres urbains industriels flamands comme Gand, Anvers, Bruges, Ostende étaient aussi en grève lorsque Renard a troqué l'objectif de la grève, c'est-à-dire le rejet de la loi unique contre le fédéralisme. 20 minutes. Oui, et le mouvement, à ce moment-là, en fait, continue en fait, à s'essouffler. Le repli wallon ne donne pas un nouveau souffle au mouvement de grève. Au contraire, ça démoralise les travailleurs flamands qui vont encore plus facilement en fait, détrocher en Flandre, va donner plus de possibilités à la droite syndicale, CSC, FGTB et à l'Église catholique de reprendre le contrôle des mouvements en Flandre. Il est vrai que par la suite, de nombreux travailleurs wallons ne voyaient plus aucune perspective dans la lutte nationale unifiée. Ils ont été attirés par le fédéralisme. Mais à notre avis, et on n'est pas les seuls à dire ça 60 ans après, déjà à l'époque, d'autres disaient qu'un tel tournant aurait pu être évité. Une campagne intense, par exemple, menée en Flandre par les travailleurs wallons pendant les 10 premiers jours de grève aurait pu changer la direction de la grève. Il ne suffit pas de vouloir une grève nationale, il faut des méthodes et une tactique qui puisse réaliser cette grève nationale. Renard n'était pas préparé à cela. Naturellement, les principaux responsables de cette division sont la CSC, c'est l'Église catholique, qui ont tout fait ce qu'elle pouvait pour empêcher l'unité, et les dirigeants de la droite de l'FGTB qui ont également délibérément ralenti et en fin de compte saboté la grève en Flandre. La grève est levée 35 jours après qu'elle ait commencé. C'est en chantant l'Internationale et sous les applaudissements de ceux qui avaient repris le travail plutôt que les grévistes sont entrés dans les entreprises. 35 jours après, ce n'est pas un esprit de démoralisation qui imprègne les travailleurs. C'est un état d'esprit de défi face à tous ceux qui pensaient que la classe ouvrière avait été intégrée dans le système, qui n'était plus capable de faire grève. Mais les travailleurs belges, les ouvriers, industriels, mais aussi les travailleurs des services publics, une partie des employés, une partie des travailleurs des grands magasins qui ne sont pas connus pour leur combativité, ont montré qu'il y a une classe ouvrière. Ça va avoir un impact sur 68, sur 69 en Italie. Pendant très longtemps, la bourgeoisie belge est restée hantée par le spectre d'une nouvelle grève du siècle. Elle a senti le pouvoir de la classe ouvrière. Pendant très longtemps aussi, pas mal d'ouvriers, de militants syndicaux essayaient de reproduire l'esprit des années 60. Aujourd'hui, cet esprit il a largement disparu. La FGTB, 60 ans après, n'organise plus de commémoration. Il y a 10 ans, il y avait encore des activités de commémoration. Maintenant, il n'y a plus rien. En formation, on n'en parle plus. Il est vrai que la loi unique a été votée après, mais dans un contexte économique totalement différent, d'énorme croissance en fait, et de rebond de l'économie, qui a en fait adouci très fortement l'impact de la loi unique. Les rapports de force politiques vont changer. Le PSB va reprendre du poil de la bête électoralement, et le Parti communiste en particulier va gagner énormément dans les élections qui se feront en 60-61. Renard
dans sa logique, va plus tard abandonner ses mandats au sein de l'FGTB, va lancer le mouvement populaire wallon, qui est un des vecteurs politiques principaux de la radicalisation fédéraliste en Wallonie. Il meurt en 62. Et le MPW, le mouvement populaire wallon, va devenir un mouvement totalement embourgeoisé et intégré et va perdre sa base ouvrière. À notre avis, aujourd'hui, toutes les questions soulevées de cette grève restent d'une brûlante actualité. Je crois que des grèves générales, comme en 60-61, sont encore possibles aujourd'hui, en Belgique et en d'autres pays. Une grève générale pose très concrètement la question politique du pouvoir. On a vu comment les travailleurs se sont rendus compte qu'ils avaient le pouvoir et qu'ils pouvaient même gérer une partie de la vie sociale sans les institutions d'État existantes, sans les patrons. Mais une grève générale n'apporte pas automatiquement et spontanément les réponses aux questions qu'elle pose. Notre objectif en tant que révolution, tendance marxiste internationale, c'est de débattre ces leçons, de tirer des événements, de tirer des leçons de la grève générale de 60-61 et assurer que les futures et grandes confrontations sociales, parce qu'il y aura des grands affrontements sociaux dans les prochaines années, mais que ces grands affrontements sociaux se transforment véritablement en transformation de la société. Je voudrais revenir sur le contexte politique, social et économique au moment de cette grève 60-61, comment en est-on arrivé là? Donc, les années 50 sont des années de pleine expansion, mais les effets ne se feront ressentir que dans les années 60, qu'on appellera les Golden 60s. Et donc, les années 50 sont néanmoins des années difficiles. Et que se passe-t-il dans les années 50? C'est qu'on a un renversement de la polarité économique nord-sud. Donc, au 19e siècle, la Belgique, donc, comme je vous l'avais dit, est la deuxième puissance industrielle derrière l'Angleterre. Et c'est principalement la Wallonie avec ses industries. Tout d'abord, ça sera les mines et le charbon, et puis viendra l'acier. Et donc, tout ça jusqu'au milieu du XXe siècle. Et donc, par conséquent, la Wallonie sera le centre d'un mouvement ouvrier très fort. Alors, pourquoi seulement jusqu'à la moitié du XXe siècle, et puis il y aura un renversement de situation? C'est la Deuxième Guerre mondiale qui arrive et qui va transformer profondément le paysage économique. Car en Belgique, la guerre est extrêmement rapide et courte. En 15 jours, la Belgique va capituler et tomber aux mains des nazis. Et donc, contrairement à d'autres pays qui vont subir des bombardements et des destructions de leurs industries, du matériel économique, eh bien, la Belgique, non, tout va rester intact et tout ça va tourner vraiment à plein régime pour les occupants, donc les nazis jusqu'en 1944. Qu'est-ce qui se passe en 1944? Les alliés américains débarquent et eux ont un objectif, c'est de se rendre le plus vite possible à Berlin, parce qu'ils ne veulent pas que l'URSS soit seule à libérer l'Allemagne du nazisme. Et donc, ils vont pour cela au plus vite occuper les installations portuaires d'Anvers et ils vont s'en servir comme tête de pont pour cette offensive sur Berlin. Et donc, ils vont refouler l'armée nazie qui n'aura pas la possibilité de dynamiter les installations, donc qui vont rester intactes. Donc, on se retrouve à la fin de la guerre en Belgique avec des infrastructures économiques intactes, et donc qui ne demandent qu'à redémarrer. Sauf qu'elles se trouvent principalement en Wallonie. Et donc, elles sont centrées sur le charbon et l'acier. Mais ce sont dans cette phase d'expansion qui commence avec les 30 Glorieuses, ce sont des industries vieilles, puisqu'on parle d'acier et de charbon. Or, on va plus vers le pétrole, les plastiques, etc. Donc, toutes ces nouvelles économies.
Et donc, dans cette phase d'expansion, il va avoir une domination d'un capital qui est de plus en plus international et donc américain. Et c'est dans ce contexte que les investissements vont se réaliser en Belgique, non pas en Wallonie, mais pourquoi pas la Wallonie? Parce que non seulement les infrastructures ne correspondent plus, sont vieilles et c'est l'acier et le charbon, mais aussi les travailleurs sont fortement syndiqués en Wallonie et donc ils ont aussi une tradition de grève. Donc c'est ce qu'on n'a pas du tout envie. Et donc c'est la Flandre qui notamment en plus a le port d'Anvers et qui a un vivier de travailleurs avec peu d'expérience syndicale qui va devenir le nouveau pôle économique avec la nouvelle industrie, donc qui est basée, comme je vous l'ai dit, le pétrole et les plastiques. Et donc, c'est là que le basculement de la richesse économique de la Wallonie se passe en Flandre. Et donc, la Wallonie se meurt. Donc, il y a de nombreuses fermetures de charbonnage et de restructuration des usines. Et donc, dans ce contexte-là, en 1960, donc les tensions augmentent puisqu'il y a des restructurations, des fermetures. Et le gouvernement qui est de droite, donc qui est composé des partis chrétiens et libéraux, va prendre comme prétexte pour faire des réformes la décolonisation du Congo et de dire, voilà, comme on va perdre le Congo, on va perdre aussi beaucoup dans notre économie et donc il faut restructurer tout ça. Et donc, ils vont restructurer l'économie pour mettre en place un appareil législatif qui vise à reconquérir toute une série des conquêtes sociales. Donc, ils vont utiliser ce prétexte pour justifier la prise de mesures de régression sociale et de mesures qui visent le redéploiement économique. Alors, comme je vous l'ai dit, le gouvernement est composé de libéraux et de chrétiens. Alors, les libéraux, eux, visent la relance économique en mobilisant les forces du marché et en réduisant les acquis, les conquis sociaux qu'on a avec la sécurité sociale. Mais il y a aussi les chrétiens. Et les chrétiens, eux, sont divisés en deux. Ils ont une aile conservatrice qui est sur la même longueur d'onde que les libéraux. Et il y a l'aile dite, entre guillemets, travailliste, celle de la démocratie chrétienne, celle qui est aussi liée très fort au syndicat chrétien, qui est extrêmement puissant en Flandre. Et donc, pour les syndicats, ils sont dans une position très difficile parce qu'ils doivent faire passer les régressions sociales. Et donc, l'idée générale va être de noyer tout ça dans une loi 4, on en appellera la loi unique. Et donc, on arrive à la grève de 60-61. Donc, voilà. Place maintenant aux interventions ou à des questions. Qui veut ouvrir le bal? Enfin, c'est une petite remarque et puis une question liée à ma remarque et puis une réflexion. Mais je vais aller vite. D'abord, merci, c'était très intéressant. La petite remarque, c'est que j'étais assez frappé. Je regardais les journaux que je reçois de la FGTV. C'est la CGSP. J'ai vu absolument rien passer. Je sais qu'il y a le Covid et on est tous confinés, etc. Mais c'est relativement, surtout pour ce que tu envoies à tes affiliés, faire un petit, je sais pas, la manque de réflexion sur quelque chose qui s'est passé, voilà, ça fait longtemps, 60 ans, mais parfois tu vois des choses par rapport à la Sécu, la guerre de 36, des choses qui se passent il y a 140 ans, mais rien sur ça. J'étais assez étonné, je dois dire. J'ai pas, enfin, ça fait, j'avais pas la conscience pour me rendre compte s'il y a 10 ans, ils ont fait beaucoup plus que maintenant. Je venais d'arriver en Belgique il y a 10 ans et mon français n'était pas au point. Ça veut dire qu'il n'est pas au point maintenant, mais voilà. Et, mais j'étais assez frappé de la manque de mémoire historique de la propre vie de l'organisation, indépendamment de l'analyse qu'on puisse faire de la grève. Voilà, ça c'est la première remarque qui est liée à la question. La question, c'est un peu parce que la FGTV, il a un centre de formation qui porte le nom d'André Renard, j'imagine qu'il a fait, enfin voilà, il a été un résistant, etc. Pour ainsi dire, quelle est l'analyse officielle, quelle est la vision il doit y avoir un livre d'histoire quelque part
de dire pourquoi on a rentré, et si c'était une victoire ou pas. Je pense que c'est important aussi parce que dans ce type de choses qui ont marqué l'histoire ouvrière ou l'histoire politique du monde syndical, voir un peu quelle est la ligne officielle, entre guillemets, c'est quelque chose qui est intéressant pour voir après. Après, on peut comparer ce qui se passait après 61 ou après à la fin de la décennie européenne des années 60 jusqu'au début des années 70, qui étaient des grosses mobilisations un peu partout. Et puis voir que ça a été un peu une pays catastrophique avec des processus comme ce que disait Annick de mobilisation de l'industrie à un côté ou de l'autre des pays. En Italie, c'était du nord vers le sud qui était moins syndiqué, etc. Je trouve que c'est important de voir quelle est l'histoire. Et puis, il y avait une autre chose que pendant la discussion, enfin la présentation, ça m'a beaucoup frappé. Eric expliquait des choses. Et moi, j'avais en tête, parce qu'il a été la semaine passée, la semaine d'avant, la grève générale en Tunisie, quoi, la chute de Ben Ali. Il était en train d'expliquer que bon, c'était d'abord une grève générale, et puis pas pour tout le monde, mais que c'était les services publics qui ont commencé. Enfin, évidemment, la Tunisie de 2010, elle n'était pas la Belgique de 1960, 1961. Mais il y avait toute une série de choses que je me disais, c'est quand même curieux ou bizarre, si vous voulez, parfois la similarité de certains processus quand ils sont expliqués un peu avec grands pinceaux comme ça, quand on généralise, et puis tu regardes et tu te souviens de ce qui s'est passé il y a 10 ans, et puis je me souviens bien du printemps arabe. Et si on généralise, qu'est-ce qui s'est passé en Égypte et en Tunisie? Bon, là-bas, la question, c'est que le régime, il était semi-dictature, et le régime a chuté. Hein. Mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de similarités dans les processus qu'il a expliqué. Hein, la citation où, dans des moments, il y avait des assemblées qui contrôlaient tout. Il y a des moments où le mouvement syndical avait presque le pouvoir dans ses mains, mais il ne savait pas trop quoi faire. Etc., etc. Du coup, je trouve que c'est intéressant aussi de voir des choses avec des angles comme ça. Parce que si ça te permet de faire une analyse des choses que parfois, enfin, parce que je ne suis pas lié au mouvement syndical belge, hein, j'habite ici, et ce sera pas un syndicat, mais ça te permet aussi de voir qu'il y a beaucoup de similitudes dans ce type de processus à l'échelle historique, que c'est bien apprendre aussi des défaites et aussi des réussites qu'il y a dans ce type de mouvement. Merci. Je continuerai avec ma main élevée sur l'écran parce que je ne sais pas comment la lever. D'accord, merci Pablo. À toi, Gary. Ah, et après, ce sera Gilles. Ouais, moi, je voulais revenir sur un peu la réflexion autour des comités de grève et en fait de la dualité du pouvoir durant la grève de 60 et voir un petit peu qu'est-ce qui a existé vraiment, parce qu'en fait est-ce qu'on est passé vraiment à un phénomène pré-révolutionnaire ou pas, et si on s'attarde à ce qui existait, c'est vrai, il y a vraiment des points super intéressants, hein. Bon, Eric les a déjà exposés en partie, donc je ne vais pas vraiment m'attarder parce que je vais répéter beaucoup de choses. Et en fait, les comités de grève, en fait, à l'époque, on était toutes sortes, quoi. Il y avait des comités de grève qui ont pris des pouvoirs locaux, des comités de grève qui organisaient juste la grève. Il y avait des comités de lutte qui ont décidé d'étendre la grève au-delà, je vais dire, de l'entreprise. Donc, en fait, il y a toutes sortes de comités. Et ce qui se passe, et c'est pour ça peut-être aussi qu'on connaît autant l'aspect insurrectionnel de la région du Borinage très fort, c'est parce qu'en fait, ils ont commencé à combiner justement cette question de la dualité du pouvoir. La dualité du pouvoir, hein, pour la définir un peu rapidement, c'est un phénomène qu'on observe en fait dans les révolutions. Hein. On peut le voir dans la Révolution anglaise, dans la Révolution française, durant la Commune, et bien sûr en 1905 en Russie et en 1917 qui a commencé à vraiment permettre une grande théorisation de la question. C'est au moment où, en gros, la classe dominante organise son propre pouvoir et la classe dominée, pardon, commence à
organiser son propre pouvoir, alors que la classe dominante a toujours son pouvoir, c'est-à-dire l'État. Et c'est à ce moment-là, ben tiens, eux commencent à avoir de plus en plus, la classe dominante organise de plus en plus une série de pouvoirs, et donc il y a une situation de conflit. Les deux pouvoirs existent en parallèle, et c'est pas un partage du pouvoir, hein, c'est vraiment, il y a un conflit, c'est une situation instable, ça peut mener à une guerre civile, etc. Et ben, est-ce qu'on retrouve ce phénomène dans ces comités de grève? Ben oui, on le voit, hein. Donc, il y a une série de comités de grève qui se pensent de manière indépendante et qui ne vont pas chercher du tout, qui ne se réfèrent pas à la loi, mais qui se réfèrent bel et bien aux masses qui sont en grève, hein. Donc, ça correspond à la définition de la dualité du pouvoir. Euh, les deux autres éléments qui définissent la dualité du pouvoir, c'est le fait que est-ce que les ouvriers, le peuple est armé et organise lui-même son pouvoir, et est-ce qu'il met sous son pouvoir les fonctionnaires, la bureaucratie qui fait effectuer les opérations de l'État. Et en fait, bel et bien, ces comités de grève, il y a des cas où ça arrive, et ce qui est intéressant, c'est que tous ne le font pas, quoi. Il va y avoir une combinaison. C'est un petit peu, est-ce que les comités arrivent à la fois à faire je veux dire, une série de combats, de grèves, d'éléments d'organisation liés à la grève, hein, le fait réussir à avoir les ouvriers qui ne sont pas syndiqués à la FGTB ou qui sont à la CSC, les chômeurs, enfin, une organisation plus territoriale du combat. Hein, est-ce qu'ils vont, tout ce qui est les opérations de ravitaillement, contrôler le territoire, le fait qu'ils vont bloquer les routes, etc. Toutes ces opérations-là. Et en même temps, la question de est-ce qu'on remet en cause politiquement ou pas la direction de la grève dans laquelle elle est organisée à ce moment-là. Et en fait, la grève de 60, elle est intéressante parce qu'en fait, elle est dirigée par la gauche de la FGTB. Et du coup, à certains endroits, il n'y a pas besoin de poser tellement la question du pouvoir parce que les gens ont une confiance. On parle d'André Renard, etc., dans ce leader à l'époque. Et donc, en fait, ce qui est marrant, c'est là où la FGTB, je veux dire, est la plus conservatrice du côté wallon, qu'on va avoir ces phénomènes les plus forts. Et c'est pour ça qu'on va, à l'époque, Charleroi, le centre, le Borinage, en fait, ont des directions syndicales plus conservatrices qu'à Liège, notamment, où il va y avoir cette remise en cause et des comités plus concentrés sur la base. C'est le cas aussi à Anvers, qui est cité un peu dans les témoignages de l'époque. Et donc voilà, là il y a des situations de double pouvoir. Mais non, il n'y a pas eu de situation qui a escaladé à la guerre civile qui fait que ce pouvoir s'est continué à se confronter au pouvoir existant. Mais ce qui est intéressant, c'est que par contre, il y a aussi le phénomène de la fin du double pouvoir qui a existé, je trouve. Et en fait, c'est le fait que la partie, je vais dire, la plus à droite de la dualité du pouvoir, donc la partie la plus à droite de ces pouvoirs qui se créent, mais finit par céder et s'allier. C'est-à-dire, c'est ce qu'on trouve en fait dans les revendications fédéralistes de l'époque. En fait, ils vont intégrer les gouvernements. Les gouvernements SKN suivants vont intégrer en partie la droite de la FGTB. Donc là, il y a vraiment une cassure du mouvement des travailleurs vers le socialisme, quoi. Voilà, c'était une réflexion sur la dualité du pouvoir. Merci Gary. Gilles, c'est à toi. Ah oui, j'avais quelques petites remarques, mais c'est très court. Mais la première, à mon avis, la leçon à tirer, c'est qu'il ne faut jamais faire de menaces qu'on ne sera pas capable de tenir. Parce que je pense que quand il parlait de l'arrêt de l'outil, je pense qu'il n'a jamais pensé sérieusement à arrêter l'outil. Je pense que c'était un peu une menace en l'air. Et je pense qu'il est toujours très mauvais de faire des menaces qu'on ne pourra pas tenir parce que c'est engager une fuite en avant qui s'est terminée par une déviation de l'enjeu initial vers un objectif régionaliste qui ne collait pas du tout avec l'objectif initial. Quoi. Voilà. Alors, la deuxième remarque, ça a été dit juste avant, donc je vais faire très court. Effectivement, je pense que si cette grève a eu un tel succès, c'est parce qu'il y avait les comités ouvriers. Et si elle a fini finalement dans l'échec, c'est peut-être aussi parce que les comités ouvriers n'avaient pas assez de pouvoir et que des gens comme Renard en avaient beaucoup trop, à mon avis. Alors ensuite, pour faire une comparaison avec l'époque actuelle, est-ce que c'est encore possible chez nous? Eh bien, bon, d'abord, je pense qu'on n'a plus d'aile gauche à la FGTB. Enfin, en tout cas, ce qui pourrait se revendiquer comme une aile gauche n'a plus le qualificatif de révolutionnaire. Hein. Je pense qu'il n'y a plus
il n'y a plus de syndicats vraiment combatifs et révolutionnaires. Ensuite, la mobilisation des forces populaires chez nous, eh bien, par voie de conséquence, n'est plus vraiment le fait du syndicat. Mais pour l'instant, bon, le grand mobilisateur, c'est le parti PTB, mais qui finalement a accepté le jeu parlementaire, donc qui se détourne totalement d'un objectif révolutionnaire, me semble-t-il. Et ensuite, cette grève a quand même été matée par la force, par l'armée, par la police, etc. Et si une telle chose devait encore se produire, eh bien, je pense que les forces de répression ont des moyens technologiques encore nettement plus puissants qu'avant, y compris des moyens de renseignement, de manière à non seulement à mater ce genre de choses, mais à le prévenir. Voilà, ce sont les remarques que je voulais faire. Merci Gilles. Qui veut intervenir encore? C'est à toi, Nico. Voilà, moi je voulais intervenir sur par rapport aux théories de l'embourgeoisement en fait. Donc, selon les théories de l'embourgeoisement de la classe ouvrière, en fait, les éléments de la classe ouvrière qui auraient atteint déjà un certain niveau de vie commenceraient à délaisser leur conscience de classe et deviendraient en fait moins combatifs. Et en fait, ce que nous montre notamment la grève de 60-61, c'est que c'est exactement le contraire qui s'est passé. Déjà, si on prend un point de vue international, on voit déjà qu'au niveau du continent européen, les salaires moyens des masses ouvrières en Belgique étaient parmi les plus élevés à cette époque-là en Europe. Et donc, c'est pourtant bien en Belgique où les salaires moyens sont les plus élevés que survient cette grève de 60-61. Ensuite, quand on prend on se centre un peu plus sur la Belgique et qu'on voit au niveau donc du pays si ces théories de l'embourgeoisement pourraient expliquer ces grèves. Donc, ça veut dire que ce seraient les parties du pays, les villes du pays, les masses ouvrières du pays qui sont les plus pauvres, qui auraient commencé à se mettre en mouvement, qui auraient commencé la grève et qui auraient été les plus combatives. Et en fait, ici encore, cette théorie, elle est complètement infirmée. Parce que quand on regarde le salaire moyen en Belgique également, les villes où le salaire moyen est le plus élevé, en fait, sont celles où la participation a été la plus massive et où les masses ouvrières ont été les plus combatives. Et donc, en fait, et du coup, quand on regarde justement cette participation et cette combativité, on voit qu'en fait, ça s'applique surtout aux régions de Liège, Charleroi, et aussi à et aussi à la ville d'Anvers, par exemple, pour ce qui est des néerlandophones, et qui ont été en fait les endroits où la participation a été vraiment la plus importante et la combativité a été au rendez-vous. Et donc, en fait, ce qui détermine le plus, on pourrait dire, la participation massive et la combativité de la classe ouvrière, des masses ouvrières, en fait, c'est plus le niveau de conscience de classe de ces ouvriers, de ces masses ouvrières. Et donc, à Charleroi, Liège et Anvers, les ouvriers qui travaillaient déjà dans la grande industrie étaient déjà des ouvriers plutôt organisés et avec quand même déjà une certaine expérience, avec un taux de syndicalisation élevé. Et ils étaient en moyenne aussi mieux payés qu'ailleurs en Belgique. Et donc, c'est dans ces endroits-là, c'est ces ouvriers-là qui ont vraiment répondu présent lors de l'appel à la grève de 60-61 et qui ont vraiment été les plus combatifs. Donc, pour résumer, pour un peu le dire autrement, en fait, l'engagement de la classe ouvrière et sa combativité est plus fortement corrélé avec son niveau de conscience de classe qui est développé par le mouvement ouvrier, son degré de confiance dans celui-ci, et c'est ça en fait qui lui permet de saisir plus facilement les réformes qui nuiraient à son niveau de vie
les réformes qui seraient donc qui viendraient en fait de la part de l'État, de la part de la classe dominante capitaliste. Et donc, en effet, les masses ouvrières les plus conscientes sont plus à même de maintenir leur conscience de classe face en fait à toute cette propagande et la diffusion des valeurs de la classe capitaliste.